Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 15 mai 2026. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur le programme spécial dédié à la mobilisation des Taïwanais pendant la Seconde Guerre mondiale, un programme qui était proposé par le Festival international du documentaire de Taïwan qui s'est achevé dimanche dernier. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui nous parlera de l'école à la maison à Taïwan. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui s'intéresse aujourd'hui à la question de Taïwan dans les tensions entre la Chine et le Japon. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Les experts de l'examen des pactes internationaux relatifs aux droits humains exhortent Taïwan à suspendre l'application de la peine de mort. La diplomatie taïwanaise salue Washington pour le maintien de sa politique en matière de Taïwan. 26 parlementaires américains adressent un courrier commun à l'OMC concernant l'absence forcée de Taïwan. Taïwan a établi 12 équipes d'intervention d'urgence communautaire dans les zones autochtones. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction du 15 mai. Et nous commençons avec l'examen des pactes internationaux relatifs aux droits humains et le rapport des experts internationaux qui exhortent Taïwan à suspendre l'application de la peine capitale. Ils étaient 12 experts internationaux qui se sont réunis à Taipei du 11 au 13 mai pour la 4e conférence internationale d'examen des rapports nationaux relatifs au pacte international sur les droits civils et politiques, à celui sur les droits économiques, sociaux et culturels, et ils ont rendu ce vendredi 15 mai leur rapport final. Les experts ont certes salué la participation active du gouvernement dans cet examen, ainsi que les avis fournis par les groupes civils et les défenseurs des droits humains, ce qui illustre l'esprit de dialogue ouvert propre à une société démocratique. Toutefois, des suggestions ont été formulées, notamment sur les questions de la peine de mort, les droits des autochtones, les droits environnementaux ou encore la vie privée numérique. En ce qui concerne la question de la peine de mort, le comité des experts internationaux a souligné que si Taïwan n'avait procédé qu'à une seule exécution au cours des 5 dernières années, témoignant d'une nette diminution du recours à la peine capitale, le pays figurait néanmoins parmi les rares États à maintenir cette sentence capitale au monde. Les experts ont cité l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui prévoit que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et que les pays signataires du pacte ne doivent ni retarder ni empêcher l'abolition de la peine de mort. Au sujet des droits des peuples autochtones, les experts recommandent de modifier la législation en vigueur afin de la placer en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il recommande aussi de renforcer l'égalité de traitement des langues autochtones, notamment dans les domaines de l'éducation, de la justice et de l'administration publique. Quant aux droits environnementaux, les experts suggèrent de réviser la loi fondamentale sur l'environnement à Taïwan pour inscrire le droit à un environnement propre, sain et durable parmi les droits fondamentaux. Ont aussi été suggérées une accélération du développement des énergies renouvelables, l'adoption d'un calendrier sur la fermeture des centrales à charbon ou encore le traitement des déchets nucléaires sur l'île des Orchidées. Par ailleurs, dans leur rapport final, les experts formulent aussi des recommandations concernant l'égalité des sexes, la confidentialité numérique et la protection des données personnelles, en citant notamment l'allongement des congés maternité et paternité, ainsi que la mise en place de règles régissant l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. En réponse, le ministère de la Justice, qui a reçu ce rapport, se dit prêt ce soir à engager des procédures ultérieures afin de surveiller l'adoption des mesures concrètes adéquates de la part des organismes compétents.
La diplomatie taïwanaise salue Washington pour le maintien de sa politique taïwanaise. Le ministre des Affaires étrangères Lin Chia-long a exprimé ce vendredi 15 sa gratitude envers les États-Unis pour leur soutien et l'importance qu'ils accordent à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan après les propos du secrétaire d'État américain Marco Rubio à NBC News. Lors de cette interview qui s'est déroulée peu après la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping le 14 mai, Marco Rubio a indiqué que la politique américaine sur la question de Taïwan restait inchangée. Il a précisé que Pékin avait abordé la question de Taïwan comme d'autres sujets. Je cite, « Nous exposons toujours clairement notre position, puis nous passons à d'autres sujets. » Concernant Taïwan, Marco Rubio a précisé que les États-Unis répondent toujours en affirmant que tout ce qui pourrait imposer ou forcer un changement par rapport à la situation actuelle poserait problème, avant d'ajouter « Notre politique en la matière n'a pas changé ». Au sujet de la vente d'armes américaines à Taïwan, le secrétaire d'État américain a également indiqué que le sujet avait été évoqué par Xi Jinping, mais qu'il n'avait pas occupé une place prépondérante dans les discussions de jeudi. Il a aussi rappelé que cette question avait aussi déjà été abordée par le passé entre les deux pays. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, la diplomatie taïwanaise précise avoir noté les propos de Marco Rubio concernant le rythme effréné de la croissance de l'armée chinoise au cours des 10 dernières années et qui est sans précédent. À ce propos, Marco Rubio a aussi précisé dans cette interview que selon lui, cela ne concernait pas et ne visait pas seulement Taïwan, mais plutôt répondait aux ambitions chinoises qui sont, à terme, selon lui, de pouvoir projeter leur puissance à l'échelle mondiale, à l'instar des États-Unis aujourd'hui. 26 parlementaires américains adressent un courrier commun à l'OMC concernant l'absence forcée de Taïwan. Les 26 parlementaires américains de la Chambre des représentants, aussi bien républicains que démocrates, ont adressé le 14 mai un courrier à la secrétaire générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, au sujet de l'absence forcée de Taïwan à la réunion ministérielle qui s'est tenue en mars dernier à Yaoundé, au Cameroun. Dans cette lettre, les députés américains expriment leur préoccupation quant à l'absence de Taïwan de l'OMC, une organisation que Taïwan a pourtant rejoint en tant que territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, le 1er janvier 2022. Par la suite, les membres de l'OMC et son secrétariat, comme toutes les économies participantes, ont reconnu le statut de Taïwan comme membre sur la base du même régime tarifaire individuel, ce qui a permis à Taïwan de participer pleinement et sur un pied d'égalité aux réunions ministérielles. Toujours selon les députés américains, le fait que l'organisateur a utilisé la dénomination de Taïwan province de Chine dans la case nationalité sur les documents de visa délivrés aux membres de la délégation taïwanaise revient à dire que Taïwan n'était pas membre de l'OMC. Les députés exhortent la secrétaire générale de l'OMC à apporter une réponse avant le 3 juin pour expliquer comment le secrétariat de l'OMC entend garantir et s'assurer que cet incident ne constitue pas un précédent pour les futures réunions ministérielles et de savoir si l'organisation prévoyait de publier des lignes directrices afin de garantir que de tels incidents similaires portant atteinte aux droits des membres ne se reproduisent plus pour les futures réunions. Une copie de cette lettre a été adressée à Jamieson Greer, qui est le représentant américain au commerce. Établissement de 12 équipes d'intervention d'urgence communautaire des zones autochtones. Le ministère de l'Intérieur a organisé ce vendredi la cérémonie marquant l'établissement des équipes d'intervention d'urgence communautaire, les T-CERT. 12 T-CERT sont donc officiellement établis aujourd'hui dans les zones autochtones. La ministre de l'Intérieur, Luo Shufang, présente à la cérémonie, a remercié les 216 jeunes qui ont rejoint ces 12 équipes de secours. Elle a également affirmé qu'à Taïwan, 130 000 personnes ont déjà obtenu le certificat d'agent en prévention des catastrophes, l'objectif étant de former 200 000 personnes capables d'intervenir en cas d'urgence d'ici la fin de cette année. Dans le même temps, nous invitons le secteur privé, aussi bien les infrastructures clés que les grandes entreprises, à mettre en commun leurs ressources pour rejoindre les organisations communautaires de prévention des catastrophes.
Cette année, plus de 190 équipes d'intervention d'urgence communautaire ont déjà été établies. D'après ce que le directeur Xiao de l'administration des pompiers vient de me rapporter, il y en aura près de 100 supplémentaires qui seront constitués cette année. Le nombre des TICERT augmente. La force locale est extrêmement importante, qu'il s'agisse des agents de prévention de risques, des TICERT au sein des entreprises ou encore des communautés. En profitant de cette cérémonie, le ministère de l'Éducation s'est aussi engagé de son côté à coopérer avec le ministère de l'Intérieur afin de mettre en place un programme d'éducation à la prévention des catastrophes auprès des jeunes. Le ministre Cheng Ying-yao, également sur place, a remercié le corps des pompiers pour avoir assuré la formation de plus de 9200 personnes au sein des établissements scolaires, dont 4500 enseignants et plus de 2100 directeurs d'école. Coopération tripartite entre Taïwan, la France et l'Afrique sur les infrastructures d'intelligence artificielle. La compagnie taïwanaise Foxconn Honghai a annoncé son tout premier projet d'infrastructure pour une intelligence artificielle souveraine en Afrique, un projet mené en partenariat avec la société africaine Amini et le groupe français Bull, dans l'objectif de développer des centres de données IA opérés localement pour les marchés africains. Le partenariat a été officialisé lors du sommet Africa Forward 2026 organisé à Nairobi. Amini a indiqué que cette coopération tripartite avec Taïwan et la France doit permettre aux institutions gouvernementales, aux opérateurs télécoms, aux banques ou encore aux groupes énergétiques d'accéder à des infrastructures de calcul souverains établies directement sur le continent africain afin de réduire la dépendance aux grands acteurs étrangers d'intelligence artificielle et de l'informatique dématérialisée. Le président français Emmanuel Macron a salué une coopération d'avenir réunissant les entreprises africaines, européennes et taïwanaises autour, je cite, d'une vision commune de la souveraineté technologique. La société Amini a ajouté que cette initiative devait favoriser en même temps la création d'emplois qualifiés et le développement d'écosystèmes technologiques régionaux en Afrique. Le transport maritime côtier contribue à l'objectif de neutralité carbone. Le gouvernement taïwanais souhaite accélérer la décarbonisation du transport de marchandises en encourageant des couloirs de fret côtier. Cette politique, dite des routes bleues pour le fret autour de l'île, vise à réduire le nombre de camions sur les routes et souhaite même à terme recourir à des navires porte-conteneurs fonctionnant au GNL, gaz naturel liquéfié. Lancé l'année dernière, ce service de transport maritime côtier de conteneurs entre le port de Kaohsiung dans le sud et les ports du nord de l'île affiche des résultats plus qu'encourageants avec un navire transportant jusqu'à 300 conteneurs contre un seul par camion sur la route. Le directeur du bureau des affaires maritimes et portuaires, Ye Xielong, a indiqué que cette politique se poursuivrait afin de promouvoir des porte-containers fonctionnant au GNL et d'avancer significativement vers la neutralité carbone. Nous souhaitons encourager l'introduction de navires recourant des carburants alternatifs sur nos routes bleues autour de l'île. L'année dernière, nous avons atteint un volume total de fret d'1,14 million de VP sur ces lignes pour un total de 13 porte-conteneurs assurant le transport maritime côtier. Même sans navire à carburant alternatif pour le moment, nous avons déjà remplacé environ 700 000 trajets de camions porte-conteneurs entre le nord et le sud de Taïwan, ce qui permet de réduire les embouteillages routiers et la pollution atmosphérique. D'après le Bureau des affaires maritimes, la conversion de ces 13 navires équivaut à une réduction de 12 000 tonnes de CO2 émises chaque année. Le gouvernement prévoit d'investir 280 millions de dollars taïwanais, plus de 8 millions d'euros environ, sur les 4 prochaines années, afin de soutenir les compagnies qui adoptent les carburants alternatifs sur cette route bleue du transport de marchandises. Renforcement du mécanisme de garantie d'exécution dans les projets immobiliers. Afin d'éviter que les logements vendus sur plan ne deviennent des chantiers abandonnés, le gouvernement taïwanais a adopté dans le Conseil des ministres d'hier 3 mesures principales visant à renforcer les mécanismes de garantie d'exécution des chantiers de construction relatifs.
Ces mesures comprennent notamment l'obligation que les paiements versés par des acheteurs sur plan soient directement déposés sur un compte séquestre dédié, utilisable uniquement pour les coûts de construction et les taxes. L'entreprise de construction et le gestionnaire du chantier auront aussi pour obligation de poursuivre les travaux jusqu'à l'achèvement et la remise effective des logements. Ces nouvelles mesures présentées par le gouvernement interviennent en réponse à plusieurs scandales d'immeubles inachevés à Chiayi, Taoyuan et Taichung l'année dernière. En outre, le texte prévoit également davantage de transparence sur l'installation et la maintenance des équipements solaires dans les nouveaux programmes immobiliers. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.